Bonjour chez vous, merci de suivre le 13h de Tweet TV. À la une de l'actualité, situation sécuritaire au Burkina Faso, l'opposition invite le gouvernement à poser des actions concrètes face au terrorisme. Les détails du point de presse hebdomadaire du CEFOP dans un instant. Et puis la journée Togo mort a été peu suivie hier mardi à Lomé. Les activités économiques suivaient leur cours normal malgré l'appel lancé par la principale coalition de l'opposition. Bienvenue à tous et bon appétit à vous qui êtes à table. Le ministère du Commerce, d'Industrie et de l'Artisanat fait le bilan de ses activités de 2018 et dégage ses perspectives pour 2019. Le département ministériel a tenu hier mardi sa deuxième session du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Le compte-rendu de Sylvie Thiemtouré. Après avoir tracé les grandes lignes de ses actions sur la période 2018-2020, au cours de sa première session du CASEM, l'heure était au bilan pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat le mardi 4 décembre. Une deuxième session du CASEM du ministère qui sera plus consacrée à la prise d'acte pour 2019. Le but ultime donc de nos travaux ici, ce n'est pas seulement beaucoup plus, j'allais dire, de compter ce qu'on a déjà fait, mais c'est certainement donc de trouver les moyens pour redoubler davantage dans notre travail afin donc d'atteindre des résultats meilleurs. Et ici, le fait de pouvoir analyser notre plan de travail 2019 afin de nous accorder au niveau donc des départements donc du ministère et des structures attachées pour avoir donc une même volonté, une synergie d'action, c'est déjà quelque chose donc de très important. Des synergies d'action comme celle de l'Agence pour la promotion des exportations, l'Agence burkinabé d'investissement et la Direction générale de l'artisanat. Une démarche qui permet au ministère de mieux accompagner les structures d'appui au secteur privé pour l'atteinte des objectifs du ministère. Toutefois, des défis sont à relever pour l'année à venir. Pour 2019, c'est réussi donc à progresser l'ensemble donc de nos objectifs au niveau donc de l'axe 3 du PNDS qui principalement donc nous permettent donc de développer un secteur secondaire prospère, notamment donc dans le domaine donc de l'industrialisation et j'allais dire la transformation artisanale. Donc ces deux leviers-là, nous devrons pouvoir donc nous donner tous les moyens pour que nos PMU puissent trouver en tout cas les meilleurs accompagnements pour une meilleure éclosion, que nous puissions transformer nos matières premières locales, que nous puissions réussir notre politique donc de consommation locale et d'exportation donc de produits manufacturés, pour que nous puissions attirer davantage d'investisseurs. Les défis s'étendront sur la période triennale 2019-2021. Des défis à relever pour une contribution forte du département du commerce dans la construction du développement économique et social du Burkina Faso. La situation nationale à la loupe. L'hebdomadaire point de presse du chef de file de l'opposition s'est tenu hier au siège du CEFOP et au présidium, le président du Parti national démocrate sociaux, Youmali Lompo, et le quatrième vice-président de l'UPC, Diemdoda Diko. Au centre des échanges avec la presse nationale, la marche meeting de la CCVC, la déclaration faite par la majorité présidentielle à l'occasion de l'an 3 du président Kaboré. Et bien sûr, la situation sécuritaire. Le compte-rendu de Maxime Jean-Eudes Bambara. Situation sécuritaire oblige, les premiers mots de l'opposition à cette conférence de presse sont à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées suite à l'attaque dont un convoi des forces de défense et de sécurité a été victime le 30 novembre dernier dans la région de l'Est, les CEFOP saluent la bravoure des soldats dans la lutte contre le terrorisme. Une bravoure qui a permis, selon elle, d'opposer une farouche résistance, infligeant une lourde perte à l'ennemi dans une autre attaque survenue hier dans la province du Gourma, dans laquelle 6 assaillants ont été abattus. Nous avons maintes fois affirmé que la crise sécuritaire au Burkina Faso ne pose pas principalement un problème de troupes. Il pose un problème de gouvernance politique. La question sécuritaire donne matière à débattre et inquiète de plus en plus. Et pour les conférenciers, il y a lieu d'analyser froidement la situation et s'il le faut, décréter l'état d'urgence comme au Niger.
En réaction à la déclaration de la majorité présidentielle faite le 30 novembre dernier, l'opposition s'indigne contre cette déclaration qu'elle qualifie d'irresponsable et puérile. Monsieur Clément Pegrouende Sawadgo, signataire de la fameuse déclaration, connaît donc ceux qui nous attaquent, qu'ils dévoilent donc leur identité, preuve à l'appui, et que les personnes soient mises hors d'état de nuire. Cette déclaration est aussi irresponsable que puérile, en ce sens qu'elle assimile les actions de la veille citoyenne à de la déstabilisation du Burkina Faso. La suite de la déclaration liminaire des conférenciers centrée sur la marche de la coalition contre la vie chère CCVC, le rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption n'a visiblement rien de nouveau. L'opposition a salué l'organisation de cette marche qui pour elle est un succès. Elle a par ailleurs félicité l'ASELC pour son rapport qui révèle une augmentation des pratiques de corruption au Burkina Faso entre 2016 et 2017. Le prix Nobel alternatif chez le président Rocco Kabore, Yacouba Sawadgo, 80 ans, de retour de la Suède, a été reçu par le président du Faso. L'homme qui a arrêté le désert a reçu les félicitations du peuple burkinabé au palais de Kosiam. C'était en présence de Noumandia Bachir Doussa. L'homme qui a arrêté le désert est de retour au pays après avoir reçu le prix Nobel alternatif le 23 novembre dernier en Suède. Après plus de 40 ans de combat dans la lutte contre la désertification, il s'est vu décerner l'une des plus hautes distinctions honorifiques dans le monde de l'écologie instituée depuis 1980. Après avoir foulé le sol burkinabé, direction au palais de Kosiam pour présenter son prix au président du Faso. C'est un exemple, non seulement pour nous, mais pour tous les pays sahéliens, de cette possibilité qu'il y a de lutter contre la désertification. Et nous devons féliciter M. Sawadgo Yacouba pour cet engagement et cette détermination. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Et comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc de ce point de vue-là, je voudrais en tout cas, au nom du gouvernement, au nom du peuple de Burkina Faso, le féliciter encore une fois, l'encourager. Au-delà du motif de satisfaction, Yacouba Sawadgo veut partager son expérience et espérer que cette prouesse fasse tache d'huile dans toute la bande sahélo-sahélienne. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Je travaille au quotidien avec la jeunesse pour les former. Les gens viennent du Mali, du Niger et parfois même du Sénégal pour bénéficier de cette expérience. Ce que je demande, c'est de pouvoir formaliser cette pédagogie à l'endroit de la jeunesse burkinabé. Yacouba Sawadgo a réussi à transformer 40 hectares de terre aride en une forêt avec plus de 60 espèces d'arbres. Une prouesse qui devrait servir d'exemple au moment où la planète Terre fait face aux caprices du réchauffement climatique. Dans la suite de ce journal, un chiffre, 57 milliards de francs CFA, c'est le montant destiné au financement du projet d'urgence d'insécurité et de crise alimentaire. Le ministre en charge de l'économie et le représentant de la Banque mondiale ont procédé à la signature du protocole d'accord de financement hier mardi. Sanata Seré et Ernetis Somé pour le point. Cette signature vient matérialiser le don d'environ 57,85 milliards de francs CFA pour financer le projet d'urgence pour le financement des dépenses récurrentes. Un projet mis en œuvre par le gouvernement burkinabé dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire, l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation dans les régions touchées par les crises. La Banque mondiale accompagne le gouvernement dans la mobilisation des fonds d'ici la fin de cette année 2018, d'où la signature du présent accord de financement. Il s'agit en réalité d'un projet d'urgence pour financer les dépenses récurrentes
et au niveau du budget de l'État, dépenses en fait engendrées par la situation d'insécurité, et d'insécurité tout court, mais d'insécurité alimentaire. Et au niveau alimentaire, vous savez que la pluie n'était pas au rendez-vous et que finalement il y a eu un déficit important au niveau alimentaire qui a impliqué aussi des problèmes en matière de nutrition, que le déficit justement en matière alimentaire et de sécurité a amené le gouvernement à divertir un certain nombre de ressources publiques qui étaient consacrées à des dépenses sociales, éducation et santé vers le secteur de sécurité aussi. Selon le représentant de la Banque mondiale, la signature de cet accord de financement intervient dans un contexte particulier pour le Burkina Faso. Il va permettre donc la reconstitution du stock alimentaire et le financement de la gratuité des soins dans les régions affectées par la crise alimentaire, à savoir l'Est, le Nord, le Sahel et le Centre. La Banque a jugé nécessaire d'apporter cet appui pour que donc ce déséquilibre soit maîtrisé et que les investissements prioritaires, notamment dans les secteurs sociaux, puissent être soutenus. Donc c'est ce que nous avons fait avec ce financement qui va prioriser donc la reconstitution du stock alimentaire de la SONAGES et qui va aussi permettre au ministère de la Santé de continuer à financer la gratuité dans ces régions affectées et enfin au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir continuer à scolariser les enfants des familles déplacées ou des enfants qui n'ont pas pu faire des examens, malheureusement donc dû à l'insécurité. Prévu pour 3 ans, ce projet, à travers sa mise en œuvre, contribuera à apporter une réponse à la crise actuelle dans les régions concernées. Le projet d'urgence est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement et s'exécutera à travers l'unité de coordination du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. La commission interministérielle chargée du règlement d'indemnisation a pris langue avec les propriétaires et acheteurs expropriés de leurs terres sur le site de l'université Ouagadougou. Une rencontre intervenue le 4 décembre à Lumbila. Objectif, rendre compte du processus d'indemnisation des personnes affectées sur le site afin de leur permettre d'avoir des informations justes par rapport à l'évolution, mais également leur présenter la feuille de route. Serge Bado pour les précisions. Avoir l'adhésion de tous sur le processus d'indemnisation des personnes affectées par l'expropriation de terres pour cause d'utilité publique de l'université Ouagadougou, c'est ce qui a conduit la commission à rencontrer en assemblée générale les propriétaires, acquéreurs et acheteurs terriens. Et pour le gouverneur du plateau central, le processus a amorcé un tournant décisif, d'où les acquis suivants. Déjà en termes d'acquis, le site a déjà été délimité, les balises ont été émises, les recensements des populations, des personnes affectées par le projet a été effectué. Nous avons 3 catégories de personnes, c'est-à-dire les propriétaires terriens, les exploitants et les acquéreurs. Ce travail a été fait et présentement nous sommes en train de peaufiner pour permettre justement au niveau des ménages d'avoir la composition des ménages, de connaître le nombre d'enfants qui a plus de 15 ans par ménage. Pour la réalisation des travaux, le président de la commission chargée de déterminer l'indemnisation des personnes affectées sur le site a indiqué la nécessité d'avoir une vue nette sur la superficie de la zone et celle de tous ceux qui sont impactés par le projet. Mais à qui doit-on attribuer les parcelles? Et c'est cette question qui a motivé l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Leur demander donc d'attendre les commissions. Nous avons besoin de savoir les membres de la commission de chaque concession. Selon la loi, tous ceux qui ont un âge au-dessus de 15 ans ont droit à une parcelle. Donc il nous faut savoir quels sont ceux qui ont droit pour pouvoir prévoir le nombre de parcelles. Nous connaissons la superficie destinée, mais la forme de la superficie donc de chaque parcelle sera fonction du nombre de bénéficiaires attendus. À en croire le président de la commission indemnisation, l'indemnisation n'interviendra qu'à partir du moment où le point sera fait sur le coût des biens impactés et les personnes concernées. En rappel, la réalisation de l'université Ouagadougou nécessitera 1800 hectares et 364 hectares pour le relogement de la population. Le site est à cheval entre la commune rurale de Samba et celle de Lumbila.
Le nouveau directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé a pris officiellement fonction le 3 décembre dernier. Nelson Souleymane Congo succède à Songre Etienne Sawadogo. Retour sur la cérémonie de passation de service avec Sanata Séré et Ernestine Sommet. Au nom de Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, vous êtes officiellement installé dans vos nouvelles fonctions avec toutes nos félicitations. Nommé directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé, Nelson Souleymane Congo, par ce geste symbolique, prend officiellement en main la destinée du tourisme burkinabé. À peine installé, il mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. De son avis, le tourisme planétaire est marqué de nos jours par des mutations sociologiques et sécuritaires, un problème auquel le Burkina Faso fait également face et selon lui, cette situation est l'un des défis majeurs qu'il entend relever. L'insécurité touche le volet qu'on appelle le tourisme synergétique, c'est-à-dire les histoires de campement, et c'est au niveau de l'Est, c'est au niveau du Sahel, mais c'est comme ce que j'ai dit, c'est un défi premier auquel moi je fais face. C'est ensemble qu'on pourra en tout cas trouver les stratégies idoines pour juguler le fléau. Pour promouvoir le tourisme burkinabé, le nouveau directeur promet donc à l'occasion de cette passation de charge de faire du Burkina Faso une destination touristique de premier choix. Un travail qu'il compte bâtir sur les acquis de son prédécesseur. Notre vision s'appuie sur ce que les actes administratifs contenus dans les statuts particuliers de l'ONTB nous recommandent de faire. Voilà. Il y a au moins plusieurs points, mais l'essentiel, c'est de promouvoir le tourisme au Burkina Faso, c'est-à-dire mettre le Burkina dans le top des destinations en Afrique et dans le monde. Créé en 1989, l'Office national du tourisme burkinabé est un établissement public de l'État avec pour mission d'assurer la gestion d'unités de production et des sites touristiques, de collecter, de traiter et d'assurer les informations relatives au tourisme et de diffuser l'image de marque du Burkina, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, la journée Togo-Mort a été peu suivie hier mardi à Lomé. Les activités économiques suivaient leur cours malgré l'appel lancé par la principale coalition de l'opposition. La campagne électorale a démarré timidement mardi alors que 14 partis formant la coalition qui ont décidé de ne pas présenter de liste accusent le pouvoir d'irrégularité dans l'organisation du scrutin. Le pays traverse une grave crise politique depuis plus d'un an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbé. Ce dernier a succédé en 2005 à son père qui avait dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Dans les grands marchés à Lomé, presque tous les magasins étaient ouverts et animés en milieu de matinée. Certaines échoppes étaient toutefois fermées au marché du quartier Baie, traditionnellement fief de l'opposition. Les banques étaient également ouvertes en ville, de même que les bureaux de l'administration publique. Mais le truc de politique là, ils sont en train de nous tuer. Chaque fois Togo mort, mais on ne trouve pas de solution. Comme le pays aussi, il n'y a pas de vivre et autres, tu es obligé de sortir pour trouver quelque chose pour ta famille aussi. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités menées par cette institution. Au total, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis ou indépendantes participent à ce scrutin. Parmi ces partis figurent l'Union pour la République, le Mouvement patriote de la démocratie et le développement et l'Union des forces de changement UFC de l'ex-opposant historique Jules Christ Olympio. Lundi soir, le président de la CENI a appelé les acteurs politiques à mener une campagne électorale dans la sécurité, l'apaisement et le calme. Second tour de la présidentielle à Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana en campagne a assuré avoir beaucoup d'expérience tout en reconnaissant les erreurs militaires commises lors de ses 2 mandats de président.
La campagne pour le second tour s'ouvre mardi et elle promet d'être féroce, tant le passif entre les deux finalistes est lourd. Élu en 2002, Marc Ravalomanane a été contraint de quitter la présidence de la Grande Île 7 ans plus tard après une série de violentes manifestations soutenues par Andy Rajoelina, alors maire de la capitale. Celui-ci a ensuite été installé à la tête d'une présidence non élue par l'armée. Les deux hommes ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise. Les années ont passé, mais le riche patron du groupe laitier Tico, bientôt 69 ans, en tient une rancune ténace à son jeune rival 44 ans qu'il accuse volontiers de tous les maux. Sans la présidence Rajoelina, donc de 2009 à 2013, répète-t-il, à l'envi, son pays, l'un des plus pauvres du monde, se porterait mieux. Son programme à la main, Marc Ravalomanane promet aussi de s'attaquer à l'insécurité et de reprendre les aides à la scolarisation des enfants lancées pendant son mandat. La presse proche de l'ancien président a chiffré mardi à 6 le nombre de ceux qui ont déjà rallié sa bannière. Parmi eux, l'ancien premier ministre Olivier Marfali, Salonandrasana, le chef de l'État sortant, Eri Rajoelina, si est lui catégoriquement refusé. Le président le président sortant, il ne tenait pas compte de promesses. Il m'avait dit que on va se mettre d'accord. Bon, si je vais gagner, vous allez me supporter si vous allez gagner. Mais l'ancien président, laissez-le comme ça. Accusé comme son rival d'avoir dépensé sans compter pour sa campagne électorale du premier tour, Marc Ravalomanane se défend farouchement d'avoir acheté sa place au second tour. Moi, je n'ai pas truqué ou bien je n'ai pas volé de l'argent des boîtes roses. Je ne voulais pas aussi critiquer les gens. Je ne veux pas savoir d'où vient l'argent des autres. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Mais j'ai gagné dans le deuxième tour. Ça me suffit. Son programme, insiste Ravalomanane, devrait lui permettre d'emporter la victoire, à condition, précise-t-il, que le scrutin dont le premier tour a été contesté par les principaux candidats se déroule de façon libre et transparente. En cas de victoire, il promet aussi de choyer l'armée qui avait précipité sa chute en 2009. C'est une première, un salon de l'armement se tient en Égypte depuis lundi 3 décembre. Une quarantaine d'États et environ 400 entreprises sont représentées. C'est une démonstration de force pour le Caire qui veut inciter les partenaires occidentaux à produire du matériel militaire. L'Égypte, l'une des premières puissances militaires de la région, organise son premier salon de l'armement où une quarantaine d'États et près de 400 entreprises sont représentées selon les autorités. Sisi et Parly ont coupé ensemble le ruban rouge d'ouverture du salon selon les images de la télévision gouvernementale. Ce salon montre la force du pays. Comme vous le savez, les pays qui organisent des salons de l'armement sont des pays développés. Nous exposons des équipements égyptiens liés à la production militaire pour qu'ils trouvent leur place sur le marché mondial. Cela fait plusieurs années que nous avons une production très efficace et nous développons nos productions en coopération avec toutes les entreprises internationales importantes. Donc, quand nous coopérons avec une grosse entreprise en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine ou en Corée, nous adoptons de nouvelles technologies et nous fabriquons des produits de haute qualité qui peuvent en concurrencer d'autres sur le marché mondial. Le chef de l'État s'est ensuite livré à une visite guidée entouré notamment des responsables militaires égyptiens dans un gigantesque salon d'exposition en périphérie du Caire. Parly, qui ne s'est pas exprimé publiquement, doit s'entretenir avec Sisi et son homologue Zaki, selon un communiqué du ministère français de la Défense. La coopération militaire s'est considérablement renforcée entre Paris et le Caire depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi en 2014. Nous avons déjà de longues relations avec les forces armées égyptiennes. Nous sommes avec elles depuis de nombreuses années. Elles possèdent plus de 4000 de nos véhicules dans l'air force. Donc, bien sûr, nous voulons être ici et nous voulons participer à tous les salons de l'armement qu'ils organisent. Depuis 2015, l'Égypte a conclu pour 6 milliards d'euros de contrats d'armement avec Paris, portant notamment sur la vente de 2 porte-hélicoptères Mistral, 2 missiles et de 24 avions Rafale. La ministre doit également rencontrer les représentants d'industriels français présents au salon. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent l'Égypte d'utiliser des armements d'origine européenne contre des civils, notamment pour réprimer l'opposition et les activistes.
Le Caire refute systématiquement ces accusations. Parly doit se rendre ensuite au Koweït mardi, où elle doit notamment rencontrer l'émir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah et son ministre de la Défense. Avant de refermer ce journal, un proverbe africain nous enseigne que l'une des armes les plus puissantes est le dialogue. Fin de cette édition, merci de votre attention.